Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les chiffres effroyables de la répression des manifestations survenues le dimanche 1er octobre dans le chaudron de la crise anglophone. L'opposition et la société civile déplorent plus de 20 personnes tuées durant ces heurts survenus le dimanche 1er octobre 2017. Ce bilan, bien plus lourd que les chiffres officiels, suscite la consternation au sein de l'opinion nationale et la pression internationale monte sur le chef de l'État pour l'ouverture dans l'urgence d'un dialogue inclusif. Jusqu'où Paul Biya est-il prêt à négocier pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale? C'est l'ossature du dossier politique du 20h. L'épineuse question de la gestion transparente des industries extractives se pose avec acuité au Cameroun. À qui profitent réellement les revenus issus de l'exploitation pétrolière et minière au Cameroun? Les populations et communautés riveraines sont-elles réellement prises en compte dans la redistribution des richesses relatives à l'exploitation des industries extractives? Une mission internationale d'évaluation séjourne à cet effet à Yaoundé. À suivre également dans ce journal une enquête controversée sur la modification et l'opération de sauvetage de canons de Yaoundé. Un championnat à 20 clubs serait en gestation à la LFPC. Information démentie par la Ligue de football professionnel. Mais le clair-obscur persiste. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement s'est exprimé sur le bilan des affrontements survenus le dimanche 1er octobre 2017 dans les régions anglophones. Selon le ministre de la Communication, les heurts ont occasionné la mort d'environ une dizaine de personnes, parmi lesquels des civils. Le gouvernement parle des assaillants et estime que c'est de la légitime défense de la part des forces armées qui étaient déployées dans le chaudron de la crise anglophone. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Une dizaine de personnes ont été tuées lors des manifestations dans la partie anglophone le 1er octobre dernier. C'est le bilan officiel que le ministre de la Communication vient de rendre public au cours d'un point de presse à Yaoundé. Le bilan fait état d'une dizaine de morts chez les assaillants, dont 5 décédés lors de la tentative d'évasion massive de la prison de Kumbo. Les autres morts enregistrés parmi les assaillants sont survenus dans le cadre de ripostes réglementaires suite aux tirs de tout calibre provenant des armes de guerre, de chasse et de traite, au moyen desquels les assaillants ont attaqué les forces de défense et de sécurité. À ces morts s'ajoutent les blessés parmi les forces de l'ordre. Du côté des forces de défense et de sécurité, l'on dénombre une douzaine de blessés par balle qui ont été pris en charge par les services de la santé militaire. Pour le ministre de la Communication, il est évident qu'il s'agit de terrorisme de la part des manifestants au regard du droit international. Toute action qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre quelques mesures ou à s'en abstenir. Issa Chiroma Bakari joint un exemple à cette définition. Des armes de guerre sont désormais systématiquement utilisées par les assaillants. Il s'agit donc de terroristes en bonne et due forme qui visiblement veulent prendre la population en otage. Au demeurant, le ministre de la Communication rappelle que l'indépendance d'aucun État n'a été proclamée le 1er octobre dernier dans la partie anglophone du Cameroun.
Il n'y a donc pas eu de proclamation d'indépendance d'une quelconque république séparatiste le 1er octobre 2017. Ce qui veut dire que les séparatistes viennent d'échouer de la manière la plus lamentable. Pour finir, il martèle, sans plus de précision, que les mesures prises jusqu'ici seront renforcées pour ramener l'ordre. L'ensemble des mesures déjà prises doivent être renforcées et vont demeurer jusqu'à ce que l'ordre règne définitivement dans ces deux régions. Pour le gouvernement, la fermeté reste donc le maître mot face à la situation dans la partie anglophone du Cameroun. L'opposition et la société civile contestent ce bilan officiel. Elle parle désormais de plus d'une vingtaine de morts durant ce qu'elle considère comme une violente répression des manifestations survenues le dimanche 1er octobre 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions avec Mitterrand Dam et Albertine Bichaga. Une dizaine de personnes tuées, dont 5 détenus à la prison de Kumbo au cours d'une tentative d'évasion dans le nord-ouest du pays. Une douzaine de militaires blessés par balle. Voilà le bilan officiel que présente le gouvernement suite aux dernières manifestations tenues dimanche 1er octobre dans les parties anglophones du Cameroun. Un bilan qui corrobore celui que présentaient les autorités administratives 24 heures après les faits à Bamenda. Des chiffres qui diffèrent de ceux présentés par des organisations de la société civile. Dans un communiqué publié juste après les événements de ce week-end, Amnesty International a indiqué que 17 personnes au moins avaient perdu la vie dimanche dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en est à au moins 22 morts selon ses premières estimations. Pour des défenseurs des droits de l'homme et membres de la société civile, cette divergence de chiffres s'explique naturellement. Déjà, les différences d'informations et donc de chiffres après chaque événement, il faut interroger l'opacité avec laquelle les choses sont menées. Il faut interroger les dispositions qui sont prises par le gouvernement empêchant aux médias d'être présents sur les lieux. Si vous interrogez, n'est-ce pas, ces dispositions-là, vous comprendrez pourquoi il y a toujours des différences d'informations quand il s'agit de conséquences, de chiffres ou bien de faire le bilan. Parce qu'en réalité, le pouvoir n'a pas intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'on alarme les gens. C'est dans leur posture. Ils n'ont pas intérêt en même temps qu'on renseigne les gens sur la réalité. Bien loin des chiffres du gouvernement et de la société civile, l'opposition camerounaise révèle qu'au moins 30 personnes sont tombées dimanche 1er octobre dans les régions anglophones. Des écarts entre bilans qui pourraient également s'expliquer, selon des experts, par la complexité des enquêtes en période de crise. Évidemment que c'est tôt parce qu'il n'y a pas eu un dispositif structuré et structurel mis en place pour coordonner l'ensemble, n'est-ce pas, de la zone. Doit coordonner l'événement, pour suivre l'événement. Et ça demande quand même un minimum de temps. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés, grièvement blessés, qui vont peut-être succomber demain. Voilà, il y a des gens qui ont eu une blessure, qui ont couru à la maison, dont les gens ne sont pas informés de la suite. Donc tout ça, il faut attendre, mener une bonne enquête. Il va donc falloir plus de temps pour faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé ce 1er octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et mettre peut-être un nom et un visage sur toutes les personnes décédées ce dimanche noir. Ces chiffres effroyables des heurts survenus le 1er octobre 2017 suscitent l'indignation et la consternation au sein de l'opinion nationale. Après l'ONU, la francophonie, le Commonwealth exhorte le pouvoir de Yaoundé à ouvrir dans l'urgence le dialogue franc, sincère et inclusif pour résoudre et traiter des causes profondes de la crise afin de préserver la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. On fait le point avec Éric Martial Ndiomo.
Les organisations internationales ont dans leur ensemble réagi au lendemain des heurts enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Commonwealth, par sa secrétaire générale Patricia Scotland, a lancé un appel pour la paix et la non-violence au Cameroun. Patricia Scotland invite par ailleurs le gouvernement et toutes les autres parties à faire usage de la paix et des moyens constructifs pour mettre fin aux violences sur le terrain, ce qui passe nécessairement par le dialogue qu'elle préconise. Amnesty International pour sa part est revenu dans un communiqué sur le bilan des violences du 1er octobre dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'ONG avance le chiffre de 17 morts en indiquant qu'il pourrait évoluer. L'Organisation des Nations Unies, par son secrétaire général Antonio Guterres, condamne les actes de violence ainsi que les pertes en vies humaines enregistrées. L'ONU invite le gouvernement à ouvrir une enquête sur ces incidents et appelle les leaders des deux parties à plus de retenue. Elle prend note de l'appel des autorités au dialogue et encourage la communauté anglophone à saisir cette opportunité pour trouver une solution aux revendications en conformité avec la constitution camerounaise. Dans un communiqué rendu public le 2 octobre, Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a dit suivre avec une vive préoccupation l'évolution de la situation au Cameroun. Elle précise que la violence ne doit jamais être une option pour se faire entendre. Il est crucial, selon elle, de privilégier en toutes circonstances les voies pacifiques du dialogue. Comme on peut le constater, la quasi-totalité des organisations internationales convergent ainsi vers le même sens. Condamnation des actes de violence et appel au dialogue présentés comme principal gage pour un retour à la sérénité au Cameroun. Cette montée de la pression internationale peut-elle avoir un effet sur le président de la République du Cameroun? Paul Biya détient l'une des clés de voûte pour sortir de la crise anglophone. Son temps présidentiel est désormais confronté à la dégradation rapide du climat socio-politique dans les régions anglophones. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Bonjour à tous. La double sortie du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, appelant respectivement au dialogue inclusif et proposant une médiation dans la crise anglophone au Cameroun, interroge sur la démarche de ces deux organisations dans le cadre de la résolution de ce conflit. Pour Apollinaire Tité Amougui, ministre plénipotentiaire, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie sont dans leur mission traditionnelle. Le secrétaire général des Nations Unies et la secrétaire générale de la francophonie sont bien dans leur droit de se préoccuper de la rupture de paix qui prévaut en ce moment dans les zones dites anglophones au Cameroun. Selon le diplomate, au sujet du dialogue auquel ces organisations appellent, leur implication est assujettie à l'acceptation de Yaoundé. Qu'il s'agisse de l'Organisation internationale de la francophonie ou bien de l'ONU, ces deux institutions internationales, l'une universelle, l'autre géopolitique, et une circonscription bien précise, sont retenues par le principe non moins important de la non-ingérence dans les affaires intérieures. L'une et l'autre, l'ONU et l'OIF, ne peuvent pas s'investir en lieu et place d'un État souverain s'ils n'y ont pas été invités. À en croire le diplomate, il en est de même du poids qu'elles peuvent imprimer sur les acteurs, lequel reste limité du fait que le Cameroun est un État souverain. Le Cameroun reste un État souverain. La question anglophone reste avant tout une question de politique intérieure qu'il n'est pas opportun, en tout cas en l'état actuel des choses, de porter sur la scène internationale, comme si ce dialogue n'avait pas pu être mené dans le cadre des prérogatives et de la capacité d'action qui sont constitutionnellement reconnues au président de la République. D'après toujours le diplomate, cette contrainte se trouve davantage confortée en ce que le président de la République reste celui vers qui se tournent tous les regards dans la résolution de cette crise. Il a toutes les prérogatives, toute l'autorité qu'il faut pour résoudre ce problème. Tous les regards sont tournés vers le président de la République. Il y a une demande forte qui part des populations, de ses compatriotes, vers le président de la République pour l'interpeller en lui disant « Monsieur le président de la République, oui c'est vrai, vous êtes dans une posture où vous observez beaucoup, où vous écoutez beaucoup, mais le moment est venu de partager avec nous ce que vous avez observé, ce que vous voulez que nous fassions. » En fin de compte, le diplomate pronostique
que c'est à l'issue du dialogue mené par les Camerounais que la communauté internationale devra être appelée pour parrainer ce dénouement, à l'instar des accords de Green Tree au sujet de Bakassi. Dans le reste de l'actualité, à qui profitent réellement les revenus issus de l'exploitation pétrolière et minière au Cameroun? Les communautés riveraines sont-elles vraiment prises en compte dans la redistribution de ces différentes richesses? L'épineuse question de la gestion transparente des industries extractives se pose avec acuité au Cameroun et le secrétariat technique de l'ITIE séjourne à Yaoundé à cet effet en vue d'évaluer le niveau de gestion transparente des industries extractives dans le pays. Les détails avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Déclaré pays conforme le 17 octobre 2013, le Cameroun s'évertue depuis lors à s'arrimer à la norme de l'initiative de transparence dans les industries extractives. La récente révision du code minier participe de cet effort. Dans ce code minier, nouveau code minier, donc les critiques de la société civile, du Parlement ont été prises en compte, dans ce sens que, vous savez, il y a le processus Kimberley sur l'exploitation de diamants qui a été prise en compte. Surtout la transparence au niveau de la propriété réelle, c'est-à-dire qu'on sache qui sont les détenteurs des actions dans ces sociétés, ce qui était une préoccupation très importante pour le Parlement et la société civile. C'est dans ce contexte que se déroule depuis le 1er juillet 2017 la deuxième validation du Cameroun. Elle consiste en l'évaluation impartiale de la conformité de la mise en œuvre de l'initiative au regard des dispositions de la norme ITI. Le rapport ayant été consensuel, nous n'avons pas de crainte particulière sur la validation qui va suivre. Et nous allons créer les conditions pour que toutes les informations nécessaires soient fournies pour que, effectivement, le Cameroun reste dans cet engagement du respect des normes de transparence sur la gestion, l'affectation et l'impact des ressources pétrolières et minières. En séjour au Cameroun, le secrétariat international de l'ITI va passer en revue les réformes entreprises en vue d'améliorer la gouvernance et la transparence dans les industries extractives. C'est-à-dire donc la gouvernance de la mise en œuvre, la qualité du rapport ITIE et les résultats et les impacts de la mise en œuvre. Il est très important pour nous d'avoir les points de vue de toutes les parties prenantes au sens large, donc les représentants des administrations publiques, les représentants des entreprises minières et pétrolières et les représentants de la société civile, des partenaires techniques et financiers, pour avoir leur point de vue sur les degrés d'avancement dans la mise en œuvre de cette norme. Nous n'avons pas encore eu un cas de figure où un pays a fait des progrès satisfaisants. Beaucoup de pays ont fait des progrès significatifs et certains pays ont fait des progrès inadéquats. C'est donc un processus et tous les pays seront revalidés périodiquement pour voir le degré d'avancement. La finalité de l'ITI, à laquelle le Cameroun a adhéré en 2005, est de faire en sorte que les revenus issus de l'exploitation pétrolière, gazière et minière contribuent à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Dans le chapitre économie, des experts s'inquiètent du désintérêt des entreprises camerounaises pour le marché financier camerounais et la méconnaissance des investisseurs des opportunités qu'offre cet outil important de financement de l'économie camerounaise. Des réflexions sont engagées dans le cadre de la Semaine internationale de l'investisseur, réflexions engagées au siège du JICAM à Douala, Mitterrandam et Kate Diarra. C'est le 28 juin dernier que la Semaine internationale de l'investisseur a été annoncée par l'Organisation internationale de la Commission de valeurs, prévue pour se dérouler du 2 au 8 octobre dans tous les pays membres de l'organisation. Elle a effectivement démarré à Douala, au siège du JICAM, au cours d'une journée inaugurale, axée sur le thème « Protéger les investisseurs pour un marché financier dynamique ». Certains vont au conseil d'administration ou aux assemblées générales, peut-être pour recevoir des gadgets. Ils devaient s'attendre à mieux que cela. Ils ont droit aux dividendes. Ils doivent pouvoir discuter du montant de leurs dividendes en faisant une analyse systématique des états financiers de la société. On apprendra notamment que les investisseurs camerounais sont en proie à de nombreuses difficultés, le plus souvent dues par une absence de culture. Et la première difficulté aujourd'hui pour un investisseur, notamment sur le plan national, c'est qu'il a du mal à trouver de quoi pouvoir investir, de quoi pouvoir mettre son argent.
La seconde, évidemment, va concerner, je dirais, les conditions d'accès à ces produits. Pourtant, le marché financier camerounais possède quantité d'opportunités. Des entreprises qui trouvent dans ces marchés une source de financement immédiate, pourvu qu'elles respectent les conditions, dont la plus importante est la transparence, et le marché est ouvert. Opportunités qui, mises à profit, peuvent conduire à une expansion du chiffre. D'où nous appelons les grandes entreprises, déjà les multinationales, qui très souvent ont recours au secteur bancaire pour des montants très élevés, de venir sur le marché. Elles trouveront là des produits d'accueil qui en même temps permettent à la population, qui est le principal client de ces compagnies, à pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'expansion du chiffre. À côté de ces opportunités, il y a le sempiternel problème des groupes financiers non reconnus qui, en soi, constituent une violation. Il va de soi, donc, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et commencer à lancer des appels auprès du public pour solliciter, n'est-ce pas, des fonds. Là, c'est illégal. Ils sont favorisés par les conditions d'accès au financement et les exigences des régulateurs. Il est peut-être plus facile pour certaines entreprises de trouver, comme on dit vulgairement dans les quartiers, c'est-à-dire entre amis, entre connaissances, des possibilités de financement que de passer par le marché financier. Donc à partir du moment où cela est encore faisable, elles vont le préférer. Des mises en garde sont régulièrement faites auprès du public dans le but de protéger les investisseurs. Et pour ceux qui tentent de contourner la réglementation en vigueur, des sanctions sont prévues. Mais oui, les sanctions peuvent aller jusqu'au pénal. Parce que la loi qui a organisé le marché financier n'autorise pas une structure non agréée à pouvoir lever les fonds, n'est-ce pas, dans le public. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais le deuxième pont sur le Vouri est déjà ouvert à la circulation, du moins partiellement. Et c'est avec beaucoup d'émotion que des usagers ont emprunté le nouvel axe rond-point d'Edo-Bonaberi ce matin. Innocent Abega et Gladys Sidier. L'ouvrage est impressionnant. Il captive plus d'un. Certains sont sans voix après la traversée. Les usagers, pour la plupart, qui ont emprunté le deuxième pont sur le Vouri, sont à la fois surpris et émus. C'est vraiment très impressionnant, parce que déjà, c'est très beau, c'est beau à voir. Quand tu vois, c'est Nyanga top et la route passe semblable. Ça va vite. Quand je suis pas, c'est comme si j'étais en Paris. Le pont est amélioré et maintenant nous sommes contents. Ce matin, j'ai vécu une scène très grandiose. Vraiment, j'apprécie l'acte qui vient d'être posé. Je suis passé sur le pont ce matin. Le pont est tellement grand, ouvert, scindé. Vraiment, on n'aurait plus affaire aux embouteillages de Douala. La circulation est ouverte pour l'instant dans un sens, partant de Bonaberi pour le rond-point d'Edo. Les véhicules vont et viennent à leur aise. On est tenté de dire au revoir les embouteillages. Ça passe, il n'y a plus l'embouteillage maintenant. Ça fait plaisir qu'on traverse sans problème, il n'y a plus d'embouteillage. Ça résout le problème d'embouteillage. C'est maintenant qu'on voit que les deuxièmes ponts sont en train de passer. Ouais, les gars là sont bien travaillés. Certains bénéficient déjà des bienfaits de cet ouvrage, long de 760 mètres. Le coût du transport a été revu à la baisse, confient certains usagers. Alors pour le nouveau pont qu'on vient de ouvrir ça maintenant là, de voir maintenant que ça a un peu changé beaucoup de choses ici là, pour que même le transport pour payer à la Bonaberi c'était 1000 francs à côté de l'embouteillage. Maintenant tu veux payer 250, 200, 150 dans le taxi, 200 sur la moto. Maintenant on est content pour le nouveau pont là. Les travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri ont débuté en 2013. Il comprend 5 voies routières et 2 ferroviaires. Ça circule effectivement depuis ce 3 octobre 2017 sur le deuxième pont sur le Vouri. Il faut le dire, l'ouvrage était très attendu par la population de Douala de manière générale. Cet ouvrage vient ainsi résoudre un certain nombre de problèmes au rang desquels l'embouteillage dans la ville de Douala. C'est donc un ouf de soulagement que ces populations vont pousser. Et il faut le dire, ça circule pour l'instant dans un sens, partant de Bonaberi pour le rond-point d'Edo. On attend bien sûr que les travaux puissent se poursuivre et que l'autre voie puisse elle également être ouverte à la circulation. Sur le deuxième pont sur le Vouri, Innocent Abega, Gladys Sidier pour Equinox Télévision. Restons dans la capitale économique où les litiges fonciers font rage, précisément
Dans certaines zones de Douala 5, les populations ont manifesté devant la statue de cet arrondissement pour dénoncer des évictions forcées qui sont annoncées sur leurs habitations qu'elles occupent depuis de nombreuses années en raison d'un espace querellé par plusieurs propriétaires. Des précisions avec Warren Zede et Mirabel Mazo. Les habitants du quartier Makepe-Misoke ont perdu le sommeil. Ils sont oppressés par une menace de déguerpissement sur ce vaste territoire qu'ils occupent depuis les années 80. Alors nous avons été tout simplement surpris qu'on passe nous dire que nos maisons, avec toutes nos familles, 6000 familles, j'attire l'attention, 6000 familles sont vendues à des personnes dont je préfère ne pas dire le nom, parce que à vouloir vérifier sur le faux titre foncier dont ils sont propriétaires, nous avons constaté qu'il y a des personnes bien nommées qui occupent nos lots. Ils ont décidé de déposer tablier ce jour pour envahir les locaux de la sous-préfecture de Douala 5e. Ils réclament que justice soit faite. Le dit terrain qui sème la discorde leur avait été cédé par le chef du village, Makepe Misoke 1, qui n'est pas l'unique propriétaire. Ce qui a gêné, c'est que nous, notre village, à 3 grandes familles, on était donc obligés de se partager les terrains, nous qui sommes propriétaires. La famille dont, là où les remous naissent a voulu quitter de l'indivision. Je leur ai signé des demandes de morcellement pour qu'ils aillent au cadastre avoir un dossier technique. Eux, ils ont plutôt, avec leurs conseils et leurs partenaires qu'ils devaient leur donner de l'argent pour l'avancement de leur dossier, leur ont dit plutôt de faire un partage de famille qu'ils ont homologué au tribunal de Ndokoti. C'est avec ce partage qu'ils sont allés surdoyer le conservateur et le conservateur leur a sorti des titres fonciers. Le chef du village reste tout de même l'administrateur principal. Une partie du terrain a été saisie par l'État pour bâtir l'université. Dès lors, les populations qui avaient déjà acheté des mètres carrés de terrain, après rétrocession, ils ont été appelés à payer de nouveau des frais pour avoir des titres fonciers à jour. Opération effectuée timidement. Même si vous donniez 10 000 francs tous les mois, au bout de 2 ans, si vous avez 200 mètres carrés, ça fait 600 mètres carrés, 600 francs. Vous deviez finir votre somme. Mais je vous dis qu'il n'y avait que 50 personnes, à peu près, qui avaient fait cela. Maintenant, le protocole d'accord est forclos depuis 2007. L'un des propriétaires du terrain, qui représente aujourd'hui une menace, a donc usé de pratiques pas catholiques pour obtenir des papiers sur ce terrain et aujourd'hui met les populations dans la panique d'un éventuel déguerpissement. Nous avons appris sur d'autres cieux qu'ils ont déjà déposé une caution au génie militaire pour prendre des engins pour venir. Mais ils vont se buter contre un mur. La population ne se laissera pas faire. Donc, monsieur le sous-préfet, mon Dieu, monsieur le sous-préfet, il doit faire quelque chose. Ah oui, nous attirons l'attention, celui notre père. Le sous-préfet de Douala 5e a été saisi. Des convocations ont été servies aux différents acteurs du litige. C'est une affaire à suivre. Des pluies diluviennes occasionnent des inondations dans la localité de Loum, département du Mungo. Les populations vivent un véritable calvaire au regard des nombreux dégâts matériels et elles accusent l'autorité municipale d'avoir manqué d'effectuer le curage des caniveaux depuis près de 4 ans, ce qui a occasionné de nombreuses inondations vécues depuis quelques mois du côté de Loum. Des précisions avec Jacques Molon et Donald Anouzoua. Les prévisions météo du 1er octobre annonçaient déjà de manière générale de fortes averses dans le littoral camerounais. Et c'est aux premières heures du 2 octobre que le ciel a ouvert ses vannes sur la ville de Pendja, département du Mungo. L'on notera pour la circonstance la survenance de grandes inondations dans cette partie du pays réputée pour son poivre blanc. Les quartiers Aoussa et le lieu dit numéro 5 vont être les plus touchés. Le reporter, ici en image, caméra en main, muni d'un parapluie,
patauge dans l'eau au même titre que les véhicules et engins à 2 roues déterminés à braver les intempéries pour aller d'un point à l'autre. Les populations confrontées aux inondations depuis plus de 4 ans ne se lassent pas de faire des propositions à même de réduire le phénomène. Ce que nous voulons, si les autorités pouvaient voir nos doléances, c'est de nous faire construire des grands caniveaux d'eau qui va permettre à ces grandes pluies-là de circuler normalement. Les maisons d'habitation n'ont pas échappé à la fureur des eaux de pluie. Les meubles, les ustensiles de cuisine et autres appareils sont quasiment en immersion. Les risques d'électrocution si présents en pareille circonstance sont pris en compte par les parents qui ont tout fait d'évacuer leur progéniture. Pareil, c'est partout dans la maison. Vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Les enfants ne sont même pas là où vous voyez, ils sont là-bas chez leurs voisins, parce que ici, là, c'est grave. Pour l'heure, le bilan ne relève que de dégâts matériels importants et sans perte en vies humaines. De fortes odeurs de détournement des deniers publics se dégagent de la municipalité de Makénéné. Une dette de 13 millions de francs CFA divise le maire et le conseil municipal. D'aucuns accusent l'exécutif d'avoir contracté cette dette sans au préalable demander le quitus du conseil municipal. Le mis en cause rejette en bloc ces accusations. Enquête au cœur d'une crise au sein de ce conseil municipal de Makénéné. C'est avec Dallas Kiana et Jean-Paul Chougnat. L'affaire qui fait grand bruit au sein de la commune de Makénéné porte sur un crédit de plus de 12 millions de francs CFA contracté auprès de cet établissement de microfinance. Une opération menée dans les règles de l'art entre la Bamenda Police Cooperative Union Limited d'une part et d'autre part le chef de l'exécutif municipal, Tchatou Daniel et ses principaux collaborateurs, le secrétaire général Nyachumba Jean et Guy Mathurin Essomba, le receveur municipal. Seulement, des voix déclarent que le maire n'a pas reçu quitus du conseil, comme le prescrit la loi de 2004, fixant les règles applicables aux communes. Il faudrait tout simplement que le conseil municipal siège et lui donne quitus pour faire ce travail. La loi permet ça, mais il a contourné la loi. Ce groupe de conseillers a eu vent de l'opération secrète à travers cette correspondance du chef d'agence de la microfinance parvenu au service courrier de la mairie en date du 29 mai. Le banquier faisant état de sa dette et autres intérêts à payer, arrêté à la somme de 13 485 119 francs. Pour ces conseillers, pas question de régler une dette contractée à d'autres fins sans la décision du conseil. Ce qu'on a prétendu que, comme étant la finalité de cet endettement n'a pas été vérifié sur le terrain, c'est-à-dire le paiement des salaires. Nous posons la question au maire s'il a obtenu la délibération du conseil pour endetter la commune. Sa réponse laisse croire qu'il n'a pas saisi notre préoccupation. Ou alors nous trimballe-t-il simplement sur une opération d'ouverture de compte du personnel dans cette institution financière. Les mêmes conseillers, dans le document que moi j'ai vu, vous accusent d'avoir sorti 13 millions de la mairie sans l'aval du conseil. Oui, c'est normal, ils peuvent le dire. Ils ont la délibération qui autorisait d'ouvrir le compte de personnel. Quand on ouvre le compte, quand on ouvre un compte, les mêmes conseillers qui ont allé ouvrir le compte trompés, les mêmes Bosco ouvrir un compte indique. Nous lui reposons la même question en français facile. Une fois de plus, sa réponse nous égare. Monsieur Tchatou a son compte dans ses communes. Monsieur le maire. J'ai mon compte, laisse-moi monsieur, quand tu me poses la question. Allez-y, monsieur le maire. C'est un problème financier et que je dois répondre. Où se trouve donc la délibération confidentielle tant recherchée? Nous contactons Nyachumba Jean, le tout-puissant secrétaire général de la mairie, qui dans un premier temps accepte de nous remettre la délibération ayant autorisé le maire à endetter la commune. Rendu à ses bureaux, le discours change. Vous photocopiez et vous le mettre. D'accord. Je ne peux pas donner sans l'autorisation. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Si vous le menez dans le document la mairie, vous allez venir Sur sa gestion financière décriée, le maire Daniel Tchatou affirme être blanc comme neige. Les 13 millions ont bien servi à payer le salaire d'une vingtaine de personnels, réclamant encore 3 mois d'arriéré sur 6. Vous ne vous reprochez de rien? Non, rien. Rien. Je me reproche, je sais que vous êtes venu m'entendre, je ne me reproche rien. Je me reproche et je suis prêt de répondre. Même si la CONAC va voir le dossier est clair. De démarches en explication du bien fondé d'une preuve pour confirmer ou infirmer les accusations des conseillers. C'est bien peine perdue pour vous. Cette délibération n'a jamais existé.
lance au reporter, un conseiller mécontent passant par là. Que cache donc cette opération à délibération confidentielle? Bien compliquée toute cette histoire qui commença le 5 janvier 2017 avec cette convention de créance paraphée entre Moussa Chéfort, représentant la microfinance Babkul d'une part, et de l'autre, le maire Tchato Daniel et ses principaux collaborateurs, Nyachumba Jean, secrétaire général, et Guy Mathurin Essomba, receveur municipal. Le tout, lui, est approuvé par la préfecture du Mbamé-Ndoubou, l'autorité de tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Aussi, de la bouche de ses conseillers, le maire Tchato et ses acolytes ne seraient pas à leur premier coup dans le détournement des fonds publics à la commune de Makénéné. C'est un sujet qui alimente les débats dans les milieux du football. S'achemine-t-on vers un championnat de football à 20 clubs lors de la saison prochaine? Le pouvoir public aura été saisi pour obtenir une hausse du nombre de clubs de football qui doivent jouer en Ligue 1, toute chose qui pourrait sauver Canon de Yaoundé de la relégation. Au centre de la controverse, la Ligue de football professionnel du Cameroun balaie d'un revers de la main ces allégations, mais le clair-obscur persiste dans les milieux de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Le championnat national de football Elite One pourrait passer à 20 clubs dès la saison prochaine. De sources généralement bien informées, la Ligue de football professionnel du Cameroun aurait saisi la primature afin que le nombre de clubs soit revu à la hausse. Le dossier serait en ce moment sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais c'est une information que rejette la Ligue de football professionnel du Cameroun. Au niveau du secrétariat général, on n'est pas habilité à choisir le nombre d'équipes. C'est le conseil d'administration qui définit en début de saison le nombre d'équipes. Et là, dans les règlements, on a 18 clubs. Si quelque chose change, vous serez toujours en temps opportun. Si la Ligue de football professionnel du Cameroun dément avoir saisi la primature, elle n'exclut pas cependant la possibilité d'enregistrer des changements à l'issue du conseil d'administration du 12 octobre prochain. Oui, des choses peuvent se passer, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a tellement de mutations, il y a des choses qui peuvent survenir. Je ne suis pas dans la tête des présidents qui siègent au conseil d'administration. D'aucuns y voient des manœuvres pour sauver le canon sportif de Yaoundé. Mais nos sources sont formelles. Si le championnat passe effectivement à 20, 3 clubs de l'Elite One vont descendre en Elite 2, tandis que 5 clubs de l'Elite 2 vont monter en Elite One. Vu la position actuelle du canon sportif de Yaoundé, impossible qu'il soit sauvé dans ce cas de figure. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose de rester sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur cette même antenne.